Bienvenue à la deuxième partie de l'épisode. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, je te recommande de la faire en premier pour bien suivre notre discussion. Je pense qu'il y a aussi un aspect que vous avez nommé qui est super important, c'est de ne pas être dans le jugement. Quand on essaie de reprendre quelqu'un par rapport au terme peut-être qu'il a utilisé qui n'était pas le bon terme, puis moi, je le vis beaucoup avec mon frère qui est également à Montréal, qui fait partie de la communauté LGBTQ2+. Et souvent, quand on tombe dans notre famille qui n'est pas nécessairement à Montréal, bien, il y a des choses qu'on doit reprendre. Puis c'est déjà arrivé des commentaires qu'on a reçus de « faut toujours faire attention à ce qu'on dit avec vous ». Fait que de la façon qu'on l'apporte, je pense que c'est pas de la bonne façon. On l'emmène comme si c'était évident que ce mot-là devait pas être utilisé ou cette façon-là de parler. Puis les gens se sont refermés envers nous au lieu de s'ouvrir puis faire comme « Ah, je savais pas maintenant que les termes ont changé ou peu importe, qu'il faut s'exprimer différemment. » Fait que de l'emmener plus comme « Hey, savais-tu que maintenant, il y a telle façon de communiquer, c'est plus un gay. » Non, c'est la communauté, il y a des façons de dire qui sont différentes. Puis c'est de faire l'éducation autour de nous, je pense, qui est vraiment ultra importante pour tout type de diversité. Donc, il y a cet aspect-là aussi, même en entreprise, les gens doivent avoir peur de se sentir jugés ou de tout le temps marcher sur des œufs dans la façon qu'ils communiquent. Fait que d'ouvrir la communication, je pense que déjà là, pour une entreprise, c'est comme créer le safe space, ça va être quand même un gros défi, là, j'imagine. Puis je vais bonifier, Maud, ce que tu viens de dire, c'est au fait, c'est de se donner le droit à l'erreur. Parce que tant que faire des erreurs ou des faux pas n'est pas une normalité, les gens auront toujours peur d'avancer là-dessus ou de discuter là-dessus. Puis, une fois qu'on accepte que ça se peut qu'on fasse des faux pas, mais c'est de le reconnaître quand on fait un faux pas. De reconnaître que, je ne le savais pas, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Poser la question. C'est ça, exactement. Puis les gens sont contents de pouvoir d'apporter la nuance quand ça arrive, au lieu de dire, ben non, mais moi, j'ai rien à me reprocher. Puis le mot souvent qu'on entend, non, moi, je suis pas homophobe, non, moi, je suis pas raciste. Non, mais on n'est pas dans cette sphère. Mais est-ce que tu te rends compte que, etc. Exactement. Donc, c'est de là aussi que part cette prise de conscience-là individuelle. Donc, utiliser chaque opportunité de conversation pour faire apprendre, puis apprendre aussi des autres. Les angles morts, on en parle. Donc, c'est ça. Et je pense que, je ne sais pas si, je dirais si c'est... on est dans une dynamique où il y a tu en parlais, il y a une tension sociale, il y a une crispation sociale, fait en sorte que les gens ont peur de faire des erreurs. Ils n'osent pas. Mais si on n'ose pas, on n'a pas de communication, on n'a pas de dialogue. Puis si on n'a pas de dialogue, ben comment voulez-vous qu'on apprenne et qu'on comprenne ce qu'on a à comprendre pour pouvoir désapprendre et réapprendre ce qu'il faut apprendre pour bien agir. C'est pour ça qu'on parlait de communication qui est essentielle. Des fois, c'est dans les petits détails. C'est juste des fois, quand on était jeune, on se faisait dire un petit chum. Puis ben maintenant, mon frère, c'est est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Est-ce que tu es avec quelqu'un? Même à l'âge 5-6 ans, parce que lui, il se faisait dire ça quand il était jeune, puis ça a été implémenté dans son... Il a tout le temps eu l'impression qu'il fallait qu'il y ait une petite blonde, tu sais. Puis maintenant, c'est juste toute ma famille maintenant, mes petits cousins, tout ça, c'est... on le voit, là, que ça l'a fait son bout de chemin, puis que c'est... T'as-tu rencontré quelqu'un? Est-ce que tu es amoureux de quelqu'un? Tu sais, puis c'est plus le même discours, fait que c'est le fun aussi de pouvoir partager ça. C'est des petits wins pour moi. C'est des petites choses... ça sort du milieu de travail, mais ça reste que c'est tranquillement, mais sûrement. Fait que, c'est quoi le plus gros défi, justement, que vous avez peut-être eu à rencontrer de côté de vue professionnelle et ou personnelle au sein de votre carrière ou de votre vie? Comme tu nous avais partagé cette question, j'ai eu l'occasion d'y penser et d'y réfléchir, puis j'en avais une liste, mais je vais y aller avec les trucs plus essentiels. C'est sûr que d'expérience, une chose qui est difficile, c'est les microagressions. Moi, je trouve que c'est encore très commun, et peut-être c'est par manque de connaissances, d'informations que les gens emploient des mots, ne savent pas le poids des choses, mais plus il y a de la formation qui est offerte, plus les gens vont être sensibles à certaines choses. Puis je trouvais ça intéressant quand tu parlais de ton frère et de sa réalité, du fait qu'il fait partie de la communauté LGBTQ+, c'est que si vous n'aviez pas cette expérience personnelle dans votre famille, peut-être que les comportements, le langage n'auraient pas changé. Donc, dans le milieu du travail, on travaille avec des gens de plein de communautés, de plein de réalités qui font partie de tout plein de groupes. C'est pas notre réalité à nous, c'est la réalité de certaines personnes. Puis des fois, je trouve ça bien maintenant qu'on offre l'opportunité, le forum pour avoir des échanges entre les groupes, pour comprendre comment est perçu certains comportements. Et puis, si les gens ont cette ouverture, puis veulent vraiment que tout le monde soit bien, puis de pouvoir justement connecter avec les gens, je pense qu'ils vont faire
leur chemin et ils vont apprendre avec le temps. Puis essai-erreur, là, je ne dis pas que c'est parfait, c'est un parcours linéaire, mais je pense que les microagressions, on avait parlé de mesures plus tôt, puis j'ai oublié de mentionner cette mesure, mais dans une expérience passée, c'était comme un projet pilote, mais il y avait des petites cellules de discussion informelles durant l'heure du lunch sur une base volontaire. C'était comme 20 minutes, mais c'était toujours des mises en situation EDI. Puis on était mis de façon aléatoire avec 2 ou 3 autres personnes pour discuter. Les conversations qu'on avait, c'était très enrichissant. Vraiment, là, tu apprends sur des personnes. Il y a des choses qui ne se partagent peut-être pas dans le 9 à 5 habituel ou tu n'as jamais collaboré avec certaines personnes, donc tu ne connais pas son parcours. Puis l'échange était très enrichissant. Fait que je trouve que c'est une mesure qui est intéressante. Et ça permet, on peut faire partie d'un groupe et ne pas du tout, bien sûr, comprendre la réalité d'un autre groupe et d'imaginer comme, moi, je fais partie de la diversité ethnoculturelle, mais je n'ai pas immigré, donc je n'ai pas la réalité. Tu sais, des fois, c'est proche, mais il y a une nuance. Il y a une nuance, avoir à étudier à l'étranger, avoir des barrières à l'emploi, des fois, parce que sur ton CV, toutes tes expériences, c'était dans un autre pays, par exemple. J'ai beaucoup appris en participant à ce type de communication-là, ce type de conversation-là, informelle. Et j'ai apprécié de voir que même des gestionnaires assez haut placés, ils participaient aussi. Parce que des fois, les gens, on est dans le day-to-day, on a notre travail à faire, on a nos livrables, mais demeure qu'on est des personnes, puis on passe beaucoup de temps au travail avec nos collègues. Puis j'aime voir quand les gens, même qui ont de très grandes responsabilités, prennent le temps de s'intéresser à leurs équipes, à leurs personnes, aux personnes qui font le travail, qui font en sorte que ces objectifs-là sont atteints. Puis ça en fait partie, le bien-être au travail. L'EDI, en fait, pour moi, c'est de favoriser l'inclusion. Pour moi, c'est ça, c'est que toute personne vienne au travail, sente qu'elle peut être elle-même et qu'elle est acceptée, que c'est correct d'être soi, de ne pas avoir à sentir que tu dois rentrer dans un moule parfait ou un moule précis, qu'on peut être avec sa diversité, peu importe laquelle, et que c'est correct, c'est accepté, puis c'est même encouragé. Tu sais, tu as une richesse à amener. C'est ça que là, j'ai abordé plusieurs points en un. Là, ça me fait penser à une situation, ce que tu viens de partager, puis ça a moyennement rapport, mais j'ai envie de le partager quand même. À un moment donné, on a une employée, elle est française, et j'ai mentionné qu'il y avait un client qui venait au bureau, puis être un peu stressée parce qu'elle porte un chandail avec une licorne, puis elle a les cheveux colorés, tout ça. Puis c'est comme, est-ce que ça dérange? J'étais comme, ben non, comme c'est cool, t'as un chandail avec ta licorne, tu sais. Mais c'était encouragé, puis je comprends que c'est pas comme ça dans certains milieux. On est une agence marketing aussi, puis on est beaucoup plus flyé, mais ça reste que j'avais jamais pensé à ça. J'ai même pas pensé à regarder comment elle était habillée. Puis, en France, c'est quand même un petit peu différent également, les milieux de travail. Mais le fait qu'elle se sente que finalement, ça dérangeait pas. Puis même que c'était encouragé, ça m'a fait penser à cette situation-là. Moi, j'étais comme, si le client, ça dérange que tu portes un chandail licorne, c'est pas un bon client pour nous. Fait que ça va être réglé. Exact. Mais ça, c'est walk the talk pour moi. C'est genre... Ouais. C'est d'offrir un support inconditionnel. C'est... Ben, je dis peut-être pas inconditionnel parce qu'on est quand même dans un milieu professionnel, mais tu sais, c'est affiche-toi comme que t'es, puis feel safe, et c'est merveilleux. Est-ce que vous voyez justement, parce que ça me fait penser le fait que nous, on est une jeune entreprise, on est dirigé par des jeunes, je pense qu'il y a un travail qui a été fait, qui a eu une répercussion sur nous, qu'on implémente dès le départ d'un lancement d'une entreprise. Est-ce que vous sentez que les entreprises qui ont peut-être plus de travail à faire, c'est des organisations qui existent depuis plus longtemps ou il n'y a pas une corrélation nécessairement? C'est une très bonne question. Ouais, c'est une belle question. Je ne pourrais pas garantir ou je ne pourrais pas mettre mon stem pour dire qu'il y a une corrélation. Mais je te dirais que ça pourrait avoir un impact, oui. Les jeunes entreprises versus celles qui sont établies depuis X temps, la dynamique est plus difficile à briser, je te dirais. Mais je pense que ça vaudrait la peine de l'investiguer un peu plus. Parce que la génération Millennium et Z, là, ils sont sur le marché du travail, puis on entend beaucoup des enjeux. On a un épisode sur les différences générationnelles. Restez à l'affût. Oui. C'est très intéressant. Parce que c'est sûr que les dynamiques sont différentes quand on travaille avec des gens de différentes générations en même temps. Donc, quand
Moi, j'ai travaillé pour des grandes entreprises où est-ce que c'était établi plus longtemps. J'ai jamais travaillé pour une start-up, donc je pourrais pas parler pour ça, mais c'est sûr qu'il y a des gens, de par leurs 30 ans, 40 ans sur le marché du travail, à faire les choses d'une certaine façon. C'est peut-être plus difficile pour eux d'accepter que du jour au lendemain, maintenant, on leur demande de s'intéresser au bien-être de leurs employés. Eux, ils sont comme, il y a certaines personnes, c'est les objectifs, c'est voici, c'est voilà, est-ce que c'est clair, puis on part avec ça. Donc, de nos jours, pour garder les employés, la dynamique a changé, les attentes des employés ont changé, les gens changent d'entreprise tout le temps maintenant. Il y a tellement plus d'opportunités. Donc, c'est probablement, il y a peut-être une corrélation, effectivement. Oui. Je posais la question justement sur les plus gros défis. Chantal, tu t'es pas prononcée. Non, je me suis pas prononcée. Puis, T'en manques pas une. non, c'est bon. Je vais me prononcer. Les plus gros défis, moi, j'avais en tête, la première chose que je constate, c'est la prise de conscience individuelle. Et quand je parle de prise de conscience, c'est être en mesure, avoir le courage de remettre en question. De reconnaître nos biais, de reconnaître nos privilèges, de reconnaître qu'il y a des inégalités sociales, qu'il y a des inégalités en emploi et de chercher à comprendre pourquoi puis comment, en tant que personne, on peut agir, on peut avoir un impact là-dessus. Alors ça, c'est un cheminement qui est personnel, qui est non linéaire et qui a une dynamique qui dépend de chaque personne. Et ça, ça me ramène un peu à l'exemple de ton frère où il y a eu une comme ascension dans votre apprentissage parce qu'il y avait une personne de la communauté dans votre famille. Donc, on s'y est intéressé, puis vous avez appris rapidement. Mais dans d'autres cas, c'est pas le cas. Il faut que la personne elle-même prenne la décision de s'intéresser à l'EDI, de s'intéresser à l'inclusion, d'aller chercher des outils, des ouvrages pour comprendre et d'avoir le courage de désapprendre, l'humilité de désapprendre. Et ça c'est, je le reconnais, même moi, il y a des choses que tu vas me dire de le faire autrement, puis je vais te dire, mais j'ai toujours fait comme ça, puis ça a fonctionné. Pourquoi tu me demandes de changer ma façon de faire? La résistance au changement. La résistance au changement, c'est humain. Donc, moi, je te dirais que c'est l'un des défis que je vois. C'est un défi qui peut être accéléré quand l'EDI est une priorité réelle pour l'organisation. Donc, que la direction se positionne là-dessus, puis que la direction mentionne pourquoi. C'est surtout le pourquoi derrière à chaque fois. Pourquoi on veut faire ça? Ben, ça a un impact sur le climat de travail, ça a un impact sur le sentiment d'appartenance, ça a un impact sur tout. Donc, on veut aller là-dedans parce que il y a un retour sur investissement qui est là. Certes, parfois, ça a l'air intangible parce qu'on dit on veut mesurer l'inclusion, de quelle façon on le fait. Ben, c'est à travers nos sondages de mobilisation, nos sondages d'engagement, c'est à travers nos taux de roulement. Il y a un paquet d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour dire, OK, ça a un impact. Et aujourd'hui, on est dans une ère ça fait longtemps qu'on est dans une ère de mondialisation. Les entreprises veulent travaillent en dehors de leur région. Ils veulent, croître, exporter. Donc, la clientèle est diversifiée. Donc, pour bien comprendre ta clientèle, ben, si tu restes homogène en termes d'effectifs, ben, tu vas avoir des angles morts pas mal. Tu peux pas te le permettre aujourd'hui si c'est ça. C'est ça. Daphné, je suis curieuse de savoir, toi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou dans l'apprentissage que tu as fait à travers ton programme? Y a-t-il quelque chose qui t'a vraiment comme... Je vais utiliser le terme québécois, le flabbergasté. C'est pas vraiment québécois, mais... Ce qui me surprend le plus ou ce qui m'a frappé le plus au départ, c'est la complexité, justement. Il me semble que pour moi, c'était tellement clair. C'est tellement des comportements que même dans la société de tous les jours, il faudrait avoir et tout, mais c'est complexe finalement. C'est très, très, très complexe. Il y a tellement de fronts sur lesquels on essaie d'adresser, tellement d'inéquités qu'on essaie d'adresser en même temps. C'est pas simple. Tu regardes ça d'une optique, tu peux penser que tout est beau, mais la personne, par exemple, qui a un handicap physique et qui se dit il n'y a pas de rampe, il n'y a pas de ci. Donc, finalement, il faut tout le temps comme re-questionner. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on peut toujours s'améliorer? Il y a toujours place à amélioration. Fait que moi, je pense que mes plus grands apprentissages, c'est que c'est un chantier énorme. Il faut se renseigner tout le temps. Ça va évoluer. Parce que les groupes, puis la définition de la diversité risque de s'élargir et de s'élargir encore plus, là. Donc, on va essayer d'adresser tout. Et c'est donc impossible d'être parfait.
C'est juste de tout le temps être en mode s'ajuster, s'adapter, sonder. C'est beaucoup dans l'appréciation, puis dans justement des questionnaires comme mobilisation, là, que souvent les organisations font annuellement pour savoir l'appréciation des employés de leur milieu de travail. Ça, de mon expérience, les employeurs, les gestionnaires prennent ça très au sérieux. Parce qu'après, ça ressort de leur réussite à eux en tant que secteur. Est-ce que les gens veulent référer l'employé, la marque employée? Est-ce que l'employeur, cette compagnie, est-ce que les gens sont bien? Est-ce qu'ils sentent qu'ils peuvent progresser? Souvent, après que ces résultats-là sortent, là, il y a tout plein de communication. Il y a beaucoup d'attention qui est mise là-dessus, beaucoup de ressources qui est mise sur « Oh non, notre score était vraiment bas, il faut faire quelque chose ». Donc ça, c'est pris au sérieux. Je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir du changement. Il faut vraiment qu'il y ait des cibles. Il faut que les gestionnaires, les secteurs aient des cibles à atteindre et qu'ils soient mesurés justement dans le temps, au moins annuellement. Et comme ça, on va voir si ça progresse. Ouais. Excellent point. Je l'ai vécu aussi. C'est toujours la même chose, tu sais. On envoie un survey, puis là, tout d'un coup, ils sont comme... Ben voyons, tout le feedback. Puis c'est normal, là. Je veux dire, on reçoit 150, 200 feedbacks en même temps. Ça tape fort, mais c'est parce qu'après ça, c'est d'avoir quelqu'un qui assure le changement durable. C'est ça qui est tough, je pense, hein, de ce que je comprends, de ce que vous communiquez, c'est que ça perdure dans le temps. Mm-hmm. Oui. Puis c'est comme un cycle. C'est toujours à refaire, dans le fond. Mm-hmm. Parce qu'annuellement, moi, je l'ai vécu dans certaines organisations, là, où est-ce que, bon, OK, on a nos résultats, on a besoin que chaque secteur soit représenté par un employé, par exemple. On fait des focus groups, vous êtes responsable de partir avec de monter les questions, d'obtenir de façon anonyme, là, la rétroaction. Puis après, aller le présenter au comité de direction avec des suggestions. Donc, moi, j'ai piloté il y a plusieurs années de cela, des focus groups, puis j'étais ambassadrice pour ça. Puis dans le fond, on s'est réunis, on a fait plusieurs réunions, on a passé à travers les points, j'ai reçu toute la rétroaction, puis après, tous les ambassadeurs ensemble, on s'assoyait, puis on se disait, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Et effectivement, on propose ça, puis le temps que le changement vient à être adopté, il se passe X nombre de mois, puis assez rapidement, c'est encore le temps de refaire le même exercice. Donc, c'est un travail en continu. Il ne faut pas penser qu'on a coché toutes les cases, puis c'est fini. C'est tout le temps à se re-questionner, à revisiter, à s'améliorer, mais ça fait partie de... Pas quelque chose qu'on crée une politique, qu'on le met dans le tiroir. C'est même chose comme la mission, vision, valeur. Exactement. Ça fait partie intégrante de ça. On peut dire que l'EDI, c'est un changement de culture. Puis un changement de culture, on dit habituellement, ça prend 5 et 7 ans. 5 et 7 ans, si tu restes en continu sur les efforts que tu mets. Si on applique... S'il y a une continuité, une constance. En 5 à 7 ans, là, avec un effort constant. Donc, exactement. Et donc, là, actuellement, mon regard ou mon constat, c'est que l'effort n'est pas tout le temps constant. Et donc, ça fait en sorte que ça a recommencé. C'est un cycle qu'on recommence continuellement, puis ça finit plus. Mais à partir du moment où ce sera constant, oui, on va être capable de changer la culture. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut considérer le roulement des employés dans l'entreprise. Il faut considérer le life cycle. Il faut considérer quel est ton onboarding. Est-ce que ça fait partie de ça? Exactement. Ça amène à la question que les politiques et pratiques EDI, il n'y a pas une politique EDI, il y a une lentille EDI dans chaque politique à travers l'organisation pour que ce soit transversal. Que ce soit en finance, en TI, en ressources humaines, en comptabilité, les politiques qui sont créées ou les pratiques sont re-questionnées ou écrites avec cette lentille EDI. C'est de cette façon que ça va être transversal aussi. Donc, il n'y a pas juste une politique EDI, il y a certainement une vision EDI, où est-ce qu'on veut s'en aller, où est-ce qu'on veut emmener l'organisation dans 3 à 5 ans. Puis cette vision-là, on la revisite aussi parce que ça va vite. Puis ça l'évolue. Toute culture évolue, toute personne évolue, c'est sûr. Exact. Puis le marché aussi évolue. Oui, mais il ne faudrait pas que ça tombe... Parce que, comme le disait Chantal au début, vers 2020, on a vu vraiment une ascension, un intérêt particulier pour l'EDI. Puis on en parlait. Mais si ça prend 5 à 7 ans pour vraiment voir les changements, on est 4 ans plus tard aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça vienne
en arrière, qu'on revienne en arrière en termes de si ça fait plus partie des priorités et qu'on abandonne maintenant. Il ne faudrait pas qu'on abandonne. Il faudrait vraiment que ça demeure dans les priorités de l'organisation pour vraiment voir les fruits de tous ces efforts-là. C'est ça la chose. Il faut mettre l'effort, l'attention, les ressources derrière ça sur un laps de temps plus long. Ce n'est pas le genre de choses qui va changer drastiquement en une année ou deux. Là. Certainement pas. Effectivement. Ouais. Je sais que vous aviez pris des notes aussi, des choses que vous vouliez potentiellement nous partager. Je ne sais pas si on a réussi à passer à travers ta liste de notes aussi que tu avais. Écoute, il y en avait. Ouais. Mais je pense que C'était oui. si fluide. Ben moi, ça m'a ça fait... passe- Il y a ça beaucoup de choses qui passait m'ont fait vite. réfléchir parce que avec le Gala Influence Création puis l'Association des créateurs de contenu que de G dans l'organisation, entre autres, on est beaucoup dans des réflexions par rapport à la diversité parce que l'année passée, c'était notre première édition, on a fait notre deuxième, puis on a essayé vraiment beaucoup de, que ce soit dans les publications, de varier les différentes cultures qui étaient là et tout ça, dans les photos. Puis Citron Rose /NG, qui est une de nos créatrices de contenu avec nous dans le CA aussi, nous a emmené un point vraiment, vraiment pertinent cette semaine dans la rencontre. Elle nous a dit, cette année, ça passait pas juste parce que vous avez mis de l'avant, ce qu'on a mis de l'avant sur les réseaux sociaux, mais juste au gala, le type de musique. Le DJ qu'on a engagé, Christian, le type de musique, la nourriture qui était présente au gala aussi, il y avait plus de diversité dans la nourriture. C'est vrai. Ça allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on a beaucoup à apprendre, puis on n'est pas justement, vous le disiez, on n'est pas dans le jugement, on se disait, les gens de la culture, surtout haïtienne, ne se sentaient pas rapprochés par le gala à cause que c'était pas nécessairement l'image véhiculée, n'était pas nécessairement représentative. Mais au-delà de l'image véhiculée, il y a autre chose que juste le paraître sur les réseaux sociaux. Il y avait vraiment comment que sur place, les prestations, il y avait la prestation afro, ça a été vraiment, RNG, ça a été vraiment excellent. Oh my God, c'était Le highlight de la épique, soirée. là. Puis la Épique. musique, la nourriture, puis c'est là qu'on a fait comme, moi puis Jean-Michel, on a eu comme une révélation, mon associé qui était de l'autre côté tantôt, ça passe pas juste parce qu'on démontre, ça montre aussi, ça passe par l'expérience culinaire, ça passe par la musique, ça passe par tout, là, au final. Puis c'est vraiment important de se rappeler de ça, je pense que c'est Mais quelque chose aussi, que... tu avais plusieurs parties qui faisaient... Tu sais, Angie, elle faisait partie des suggestions de monter le gala, de Mais c'est planifier encore quelque le chose qui gala. n'était pas encore autant qu'on l'aurait souhaité cette année. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui auraient dû être nominés, qui n'ont pas mis leur candidature parce qu'ils ne se sentaient pas nécessairement comme attirés par le gala. Fait que c'est là qu'on veut aller travailler pour aller vers là. Puis encore une fois, ça reste que Montréal est très différent du reste du Québec. Nous, on représente le Québec, mais Absolument. Montréal en soi, niveau culturel, on est beaucoup plus avancé que le reste du Québec. Donc, là, c'est toujours... On rentre dans les gros débats, mais c'est beaucoup, beaucoup de réflexion. Puis ça me fait penser aussi, ce qu'on veut faire, en fait, c'est un cercle. On veut inviter plein de gens, puis qu'on en discute, de voir comment qu'on pourrait, tout le monde ensemble, trouver des solutions pour améliorer, justement, l'équité, la diversité, l'inclusion à travers le Gala Influence Création, à travers la créa. Puis on avait eu c'était là il y a quelques semaines, puis là, vous en avez parlé, que c'est comme une solution aussi qui était un focus group. Fait que ça risque d'être vers là qu'on va aller dans la prochaine étape pour améliorer Puis ça. tu vois, c'est que actuellement ou depuis des dernières années, l'EDI, ces trois acronymes, ça fait peur. Tu dis EDI, puis les gens ont tout de suite le recul de dire, ben, OK, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire? Parce que je change, va falloir que... Exactement. Donc, on dirait que ça a été associé à des sujets polarisants, sensibles. Alors, du coup, OK, EDI, ça veut dire, je vais marcher sur les œufs. Déjà qu'on l'associe beaucoup à la diversité culturelle, puis ça devient un peu comme la tension du nous versus eux. Donc, il y a cette dynamique-là qui opère et qui fait que, ben... il n'y a pas d'engouement, là, quand tu... Ça a l'air gros, énorme, Ça a l'air complexe. gros. Mais pourtant, je dis, c'est pas gros. C'est la multiplicité de qui on est en milieu de travail. Puis on veut... Qu'est-ce qu'on veut au final? C'est arriver à travailler ensemble, faire un but commun. Puis amener nos propres... chacune sa force, chacune son expérience, ses compétences, pour faire un produit final qui va répondre à un besoin, une clientèle. Puis c'est ça au final qu'on veut. Donc c'est humain. C'est vraiment l'humain derrière l'EDI. C'est ça qu'il faut revoir puis qu'il faut mettre de l'avant. C'est des valeurs humaines. Quand j'arrive en milieu de travail, puis je dis souvent, ben, on parlait de propos, je pense que vous aviez une question là-dessus, des propos racistes ou discriminatoires ou homophobes. Moi, je le ramène toujours de dire, ben déjà, à la base, tu es en train de porter atteinte à l'identité d'une personne. Et ça fait mal. Alors, si je ramène tout, j'enlève le DI, puis je dis, le respect et la civilité, c'est quoi pour toi? Ben, on revient à la base un peu du bien vivre ensemble, le bien-être ensemble, ben, c'est respecter l'autre.
Alors, qu'il soit noir, blanc, peu importe la couleur. Ben, ça commence avec l'individu. Ça commence avec l'individu. Oui, mais je m'intéresse à lui, mais oui, mais je veux savoir. Oui, mais comment veux-tu faire une connexion avec la personne quand tout de suite tu interroges l'identité de la personne? En quoi cette réponse va t'apporter la connaissance de la personne? On parle souvent, il y a Sonia Lupien dernièrement qui a sorti un podcast sur les small talk. Ben, ça a tout son sens. J'arrive, je veux me connecter avec toi pour des sujets de base, température, peu importe, tu choisis ce que tu veux. Puis tranquillement, la conversation va évoluer, on va apprendre à se connaître. Et naturellement, moi, je vais t'apporter un aspect de moi-même que tu n'as pas besoin de me poser la question. Quand je vais dire, moi, j'ai voyagé à tel endroit, ben oui, où? Ben, je vais te parler de mon pays, certainement. Ah, OK, tu viens de là? Oui. Et ça, c'est une conversation où je sens que tu t'intéresses à moi en tant que personne. Et non, tu t'intéresses à moi parce que tout de suite, tu es focusé sur ma différence. Puis c'est ça. Et l'humain, effectivement, l'esprit humain, c'est normal. On voit tout de suite la différence. Puis là, on veut connaître, on veut comprendre, mais d'où vient cette différence-là? Est-ce qu'on en a vraiment besoin de le savoir? Première connexion. Ben, c'est ça la question que moi, je pose souvent en retour. C'est vraiment très, très bon point. Dans le fond, c'est comme un peu égocentrique, notre affaire. C'est comme, on est centré sur nous pour se rendre à l'aise. Fait que notre cerveau nous dit, ah ben là, il y a quelque chose de différent, faut que je comprenne, ça vient de où? Mais dans le fond, on n'est pas en mode écoute. Non. J'ai bien compris? Exactement. Okay. Mais oui, en effet, ça me rejoint. Ouais. À partir du moment où on porte un regard avec du jugement, ben malheureusement, on n'est déjà pas dans l'inclusion. Ouais. Et là, l'autre personne peut le recevoir, il peut le sentir aussi. Ben oui, ça se sent. Donc, la connexion, ça se fera pas. Moi, j'ai une amie que j'adore, qui travaille, ça fait longtemps en ressources humaines. Puis elle m'a dit, j'ai tellement trouvé ça beau, le changement débute quand ton ego se termine. On parlait de ressources tantôt, je sais qu'il y en a beaucoup. Là, on tire sur la fin de l'épisode. On veut aussi en mettre dans le lien de l'épisode. Est-ce que, comme ça, rapidement, il y en a certaines que vous avez top of mind qui pourraient être pertinentes pour les auditeurs? Ben, laisse-moi prendre ma petite note parce que je l'ai pas mémorisé, les ressources. On va les catégoriser. Podcast, ouvrage, puis formation. Mettons, allons-y comme ça. Donc, en matière de podcast, il y en a un que j'aime bien suivre, c'est La Talenterie avec Sarah Jodoin. Il y a quelques épisodes où elle a des invités, justement, qui parlent de différents types de diversité. C'est une belle entrée en matière. La Talenterie. Oui. Sinon, on va rentrer dans les ouvrages. Ça, j'en ai comme celui que je lis présentement, ça s'appelle Le futur de la diversité. Je pense que c'est Tomei qui l'a écrit et puis Hugo Cyr. Donc, ça parle beaucoup de tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, mais comment est-ce qu'on voit l'EDI dans quelques années. Fait que j'ai pas fini de le lire, mais je le recommande parce que je trouvais que c'était une belle réflexion. Il y en a un qu'on m'a recommandé que j'ai pas encore lu non plus, mais ça s'appelle Against Empathy avec Paul Bloom. Donc, tu en as entendu parler. J'ai hâte de le lire parce que on m'a dit que ça vraiment, ça vient comme... C'est frappant. Oui, c'est frappant. Il y a White Fragility, lui j'ai oublié l'auteur, mais ça explique un peu pourquoi, en tant que groupe majoritaire, on a cette difficulté à reconnaître nos privilèges, qu'on a des privilèges, puis à reconnaître justement la marginalisation des groupes. Répète le titre de celui-là. White Fragility? Oui, White Fragility, je vais te l'envoyer. J'avais le nom de l'éditeur, mais là je ne retrouve pas ça dans mes notes. Parce que j'ai trop de notes, je pense. Je suis sûre qu'on a toutes touché, c'est ça l'affaire. Vous allez réviser vos notes, on va être comme « wow ». Oui, puis un dernier que je vais nommer, c'est Deconstructed. C'est Lily Zhang qui l'a écrit. Ça vient porter le rôle, la posture du professionnel en EDI. Donc,
selon ta posture, quel rôle tu peux jouer. Autant partie prenante, alliée, instigateur, selon ton pouvoir d'influence, il y a un certain rôle, quand tu vas le jouer, tu vas avoir de l'impact. Donc, c'est aussi un livre qu'on m'a recommandé. Là, il va falloir que tu trouves un Amazon genre boutique pour que tu puisses toucher une cote là, à chaque fois que quelqu'un achète ça. Tu sais, je vais te dire une chose. Moi, dans mon compte Amazon, j'ai pour 1200 pièces de livres dedans. Oh là là! Moi aussi, je suis vraiment la pire personne. Au fur et à mesure, Oui, j'achète, puis ça descend, mais j'en rajoute d'autres. C'est correct. C'est juste C'est pour te correct. dire. J'ai quelques ressources aussi que je peux suggérer. En fait, il y a des boîtes à outils qui existent. Des boîtes à outils, des sites web qui sont très bien, où est-ce qu'il y a des vidéos, des liens pour justement se renseigner sur le DI. Donc, notamment Réseau interuniversitaire québécois en équité, diversité et inclusion, RIQEDI. Donc, eux, ils ont une boîte à outils là-dessus. Ils offrent aussi des formations, des panels. Donc, il y a une infolettre. Donc, il y a moyen de suivre leur compte puis de vraiment recevoir toutes les nouveautés au niveau des avancements qui se fait autant universitaires qu'organismes publics et privés. Donc, c'est une façon de suivre un compte qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations. Mais il y a l'Institut DI2, Centre de ressources qui recense diverses publications et expertises en lien avec l'équité, la diversité et l'inclusion. Ils ont aussi un site Internet. Donc, je pense que ce serait encore plus simple si nous, on vous enverrait... je pourrais vous envoyer quelques notes comme ça avec des liens pour aller consulter les sites web de ces différentes sources-là. Très intéressant. Ouais. J'imagine aussi que les gens qui sont à l'interne de l'entreprise, qui ont besoin de ressources externes, j'imagine qu'il y a des consultants aussi, des gens qui peuvent venir les aider à l'externe pour implémenter certaines stratégies ou méthodologies à travers leur entreprise, leur organisation. Chantal et Daphné. Oui, éventuellement. Okay. Puis il y a des formations aussi, des parcours longs, des parcours courts, comme le micro-programme que moi je fais, c'est 4 cours en fait, et puis ça donne une vue d'ensemble. Il y a des gens qui font la maîtrise, qui est un parcours un peu plus long. Donc oui, il y a des formations qui existent pour se former, puis certainement qu'il y a des consultants aussi spécialisés qui peuvent venir en support à une initiative. Mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à l'interne. Moi, je trouve que je remarque dans mes cours que c'est des gens qui travaillent dans différentes organisations qui sont des fois en ressources humaines ou autres, qui ont un intérêt pour ça et qui veulent pouvoir déployer ces efforts-là immédiatement dans leur milieu de travail. Donc, c'est bien d'avoir des professionnels qui se forment avec cette lentille EDI-là. Puis j'imagine que ça vient aussi aider au fait de garder une constance puis de voilà. sur un long laps de temps d'avoir une tu l'as catché, ça. Pérennité des initiatives, oui, exactement, parce que sinon, si ça dure 1 an, 2 ans, puis après, le consultant quitte, puis il n'y a personne qui reprend ça, personne ne s'approprie l'initiative, ça peut mourir, là. Ça peut ne pas perdurer dans le temps. Hey, merci beaucoup. On est sur la fin de notre premier épisode. Je suis super contente qu'on vous ait reçu, honnêtement. Ça a passé très vite. Ça a passé vraiment vite. Je ne sais pas si vous aviez un petit mot de la fin, les deux ou une d'entre vous. Moi, je dirais merci pour l'opportunité de discuter d'un sujet qui me passionne sincèrement. Comme je vous dis, je ne travaille pas présentement là-dedans, mais c'est vraiment d'intérêt. Puis je pense que c'est quelque chose qui est... c'est dans l'humain, c'est dans l'expérience qu'on a au travail ou à l'extérieur du travail, mais le DI, c'est vraiment... c'est là pour durer, selon moi. Là, c'est un sujet qui va demeurer d'actualité. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu en jaser avec vous. Merci. Partagez. Merci. Ben, ça va être similaire, le mot de la fin. Oui, moi, c'est une passion pour moi, puis c'est une belle opportunité de le partager, puis qu'il y ait plusieurs auditeurs qui puissent nous écouter. J'avais dit au début que j'allais dire pourquoi je suis tombée dans la soupe à EDI. Ben, rapidement. Moi, j'ai immigré ici, donc je n'ai pas le même parcours que Daphné, par exemple. J'ai immigré pour étudier, j'ai eu mon bac, puis j'étais très enthousiaste de dire, ben, avec un bac, je vais trouver mon emploi dans mon domaine d'études. Ben, 6 mois plus tard, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai dû revoir mes attentes et accepter un poste d'entrée de réceptionniste. J'ai commencé comme ça, puis c'est 5 ans plus tard, j'ai eu mon premier poste d'entrée en ressources humaines. Puis moi, je suis une personne déterminée dans la vie. J'aime comprendre le pourquoi du comment. Fait que j'ai voulu comprendre, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ces obstacles ou ces entraves-là? Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Ou, tu sais, je me suis re-questionnée d'abord moi-même, puis après, j'ai essayé de trouver qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Parce qu'à l'époque, dans ma cohorte, 95% des gens avaient déjà un emploi.
Et moi pas, mais ça m'a pas comme allumé au départ. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'EDI. Donc, mon parcours migratoire, mon parcours scolaire, puis après mon parcours professionnel m'ont emmené à tremper dans l'EDI pour mieux comprendre. Puis moi, je me dis, j'aimerais bien être un témoignage. Si je peux partager mon parcours à d'autres, parce que il y en a d'autres aussi qui vivent la même situation. Puis quand j'ai l'occasion, ben, je leur donne aussi des avenues ou des pistes pour pouvoir aller accélérer cette carrière-là, qui fait mal à un moment donné parce que 5 ans plus tard, ben, il y a des personnes qui ont le même bac que moi puis qui ont gradué comme moi, qui sont rendues dans la direction. Et moi, c'est comme ça a pris un peu plus de temps. Donc, mais ça m'a fait grandir, puis ça m'a fait rencontrer énormément de monde sur mon parcours. C'est vraiment super inspirant, honnêtement. Là. Je suis contente que tu aies ajouté ce petit mot-là pour terminer. Félicitations pour votre parcours, à vous deux. Pour vrai, c'est pas facile, déjà. Fait que d'œuvrer là-dedans professionnellement sur une carrière, un chapeau. Mais moi, je peux peut-être rajouter sur ce que vient de dire Chantal, parce que je ne vous ai pas partagé non plus le pourquoi du saut, là, mais tout à fait. Mais en fait, c'est intéressant parce que moi, contrairement à Chantal, j'ai été exactement dans ce que je voulais. Mais le parcours de carrière était quand même, c'était pas toujours une ligne droite. Disons que je pensais me spécialiser dans un certain domaine, il n'y avait pas d'ouverture. Puis bon, j'ai pris l'opportunité qui s'est présentée. Je suis rentrée dans une grande entreprise, puis j'ai beaucoup aimé ce que j'ai appris sur le terrain, mais les expériences du quotidien en tant que personne issue de la diversité, en tant que femme noire, c'est pas toujours évident. C'est beaucoup de remise en question de est-ce que je suis à la hauteur, tu sais, vivre le syndrome de l'imposteur à un niveau là, assez intense, malgré que j'étais plus qualifiée que ce qui était demandé pour mon poste. Mais on dirait que j'étais tout le temps en mode, il faut que je me prouve, il faut que je me prouve, il faut que je me prouve. Puis tu veux aller à la prochaine étape, puis t'appliques, puis tu l'as pas, puis tu te demandes pourquoi. Et puis, vraiment, ce qui a été pour moi eye-opening, c'était la fameuse formation sur les microagressions. Je pense que ça m'a tellement touchée d'apprendre « Ah, c'est ça le terme. Ah, c'est ça que je vis. C'est ça que j'ai vécu de nombreuses fois. » De mettre un vrai terme dessus, ça a comme changé tout pour moi. C'était un déclic, ouais. C'était un déclic. Puis après, je me suis dit, si je peux d'une manière ou d'une autre, puis je ne sais pas encore comment, mais faire une différence à ce niveau-là, j'ai voulu tout de suite m'investir dans ces études-là pour éventuellement voir comment je pourrais participer à changer les choses, à améliorer peut-être le quotidien dans le milieu du travail et dans mes nombreuses implications. Donc, c'est pour ça que j'ai entrepris ce parcours. Je vous admire beaucoup, les deux, pour vrai, parce que je suis pas... je suis clairement plus en ressources humaines en ce moment depuis que j'ai mon entreprise, mais je l'ai vécu pendant quelques années, justement, à avoir non seulement géré des employés, mais aussi faire partie de l'équipe RH qui est plus comme quand tu es en ressources humaines, vous savez, là, c'est plus tu suggères, tu donnes des conseils, tu accompagnes, mais c'est jamais toi la décisionnaire. Donc, à partir de là, je pense que j'ai vécu un peu le diversity fatigue, là, tu sais, de faire comme OK. Merci. Honnêtement, pour vrai, c'était vraiment... moi, je sors d'ici inspirée. Je pense que c'est le bon mot. Puis... j'ai appris beaucoup de choses aussi. On va en parler dans l'intro, là, parce qu'on va faire l'intro après. Mais merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, merci à vous. Ça fait plaisir. Merci. Soyez des ambassadrices. C'est ce qui conclut ce sujet. Reste avec nous dès la semaine prochaine pour une nouvelle discussion.